Je vous avoue que je fais cette vidéo un petit peu avec une petite arrière-pensée parce que je travaille en fait un petit peu pour moi-même dans cette vidéo parce que j'ai cette longue liste, j'ai fait une liste de ce qu'il y a sur mon étagère, je vais vous expliquer le principe des étagères tout à l'heure. Je fais une liste de tout ce que j'ai en ce moment comme projet en cours et je pense qu'il est temps de filtrer certains de ces projets et de les enlever. Donc j'ai pris mon ordinateur avec moi pendant que je tourne cette vidéo et mon but là c'est de profiter à la fois de la session de conseils que je vais vous donner pour moi-même faire le filtre de la liste et je vais donc le faire en direct, vous expliquer un petit peu quel est mon système de filtre qui me permet de faire le minimum d'activités qui vont avoir le meilleur volume de résultats. Pour moi, c'est un principe qui est essentiel. Je me considère comme un essentialiste. L'essentialisme est décrit dans un livre en anglais du même nom qui s'appelle Essentialism de Greg McKeown, américain. Je mettrai le lien avec les détails de cette vidéo. Et le principe est tout simple. Et aussi décrit dans un autre livre qui lui est traduit en français qui s'appelle The One Thing. Aller à l'essentiel. C'est le nom de la traduction française. Et dans ce livre, il y a un principe tout simple qui est expliqué. C'est le fait qu'à tout moment, il y a une chose que vous pouvez faire, un petit détail, une petite action que vous pouvez faire et qui va rendre tout le reste beaucoup plus facile ou carrément redondant. Autrement dit, en faisant une action, vous allez être capable de accomplir 99,9% de votre objectif au lieu d'être tout le temps en mode dispersé et d'être tout le temps en train de courir un peu partout. Eh bien, moi, ma liste, c'était pas réellement de faire des actions en plus. C'est plutôt, une fois que j'ai délégué l'ensemble des techniques et des idées que j'ai eues, une fois que j'ai délégué ça à mon équipe, mon action à moi en sortant de ce séminaire, c'était en fait de regarder la liste de tout ce que j'avais à faire en ce moment et d'éliminer le plus possible de projets pour me concentrer sur le petit nombre de projets qui vont m'amener le plus grand volume de résultats. Mais aujourd'hui, ce que je veux que vous compreniez, c'est que vous devez faire en tant qu'entrepreneur, vous devez exploiter intelligemment votre temps. Et votre temps, c'est une ressource relativement limitée. La plupart des personnes qui regardent cette vidéo, vous avez 24 heures, grosso modo, dans une journée. D'accord? De minuit à minuit. Et ça veut dire que cette durée de temps extrêmement limitée, le résultat que vous aurez au bout d'une journée, au bout d'une semaine, au bout d'un an, est entièrement lié dans la façon dont vous décidez d'employer ces 24 heures. Il y a la même ressource limitée pour tout le monde et pourtant, il y a des personnes extrêmement productives et il y a des personnes qui galèrent et qui ont l'impression que la journée est toujours trop courte. Et si vous avez l'impression que votre journée est trop courte, c'est peut-être parce que vous n'avez pas le discernement. Les gens qui sont surmenés, ce sont en général les gens qui sont surengagés. Ils s'engagent dans trop de choses. Ils font la promesse de trop de choses. Et c'est important de temps en temps de trier parmi les promesses qu'on fait, de trier parmi les projets qu'on s'est lancés afin d'être sûr qu'on avance dans la bonne direction. Donc j'aimerais vous donner une petite métaphore et un filtre. Un des entrepreneurs qui m'a le plus impacté ces dernières années avec une petite idée, c'est Dean Graziosi. Dean Graziosi, c'est un expert en immobilier que j'ai rencontré à plusieurs reprises aux États-Unis et le fait de rediscuter avec Dean m'a remontré quelque chose d'essentiel qu'il m'avait dit en 2013, qui est venu faire un petit tour dans mon esprit et qui m'a fait réfléchir et qui maintenant, je pense, a pris tout son sens maintenant que j'ai compris cette approche essentialiste. Ce que Dean m'a dit lors d'un dîner qu'on a fait ensemble en novembre, c'est que pour lui, son emploi du temps, sa façon de gérer sa vie, c'est comme une étagère d'une bibliothèque. Et cette étagère d'une bibliothèque a deux bords, elle est limitée dans l'espace et on peut donc y mettre un nombre limité de livres. Et pour lui, chaque projet qu'il a en cours, chaque projet qui occupe sa pensée et qu'il veut réaliser, c'est en fait un livre qu'il met sur l'étagère. Alors évidemment, au début, quand on démarre et qu'on n'a rien, on est ouvert à toutes les opportunités, donc on en met des livres dans les étagères et c'est sûrement ce qui vous arrive à vous en tant qu'entrepreneur quand vous avez démarré votre activité. Mais il y a un moment où on arrive à une limite. Il y a un moment où l'étagère est pleine. On a mis des livres devant, on a mis des livres derrière, on a mis des livres au-dessus, en diagonale pour qu'ils rentrent et on peut même plus faire entrer une petite feuille de papier A4. Eh bien, c'est à ce moment-là qu'il faut faire le tri. C'est à ce moment-là qu'il faut se dire qu'est-ce que j'ai sur mes étagères. Et c'est ce que j'aimerais que vous fassiez suite à la vidéo d'aujourd'hui. Vous posez la question, qu'est-ce que j'ai sur mes étagères et il est temps que je fasse le tri. Donc, j'aimerais vous donner quelques-uns des éléments de tri que j'utilise et que j'utilise pour filtrer mes propres étagères parce que mon objectif, c'est d'avoir moins de 10 projets à tout moment, moins de 10 grands projets que j'exécute et de temps en temps, je me rends compte que oula, je me suis rempli énormément. Là, dans ma liste actuelle que je vais trier aujourd'hui, j'ai 32 projets sur mes étagères simultanément et 32 projets, c'est énorme. Certains sont des petites actions qui vont peut-être prendre 2 jours, mais qui nécessitent ma pensée pendant longtemps. D'autres sont des projets qui vont prendre beaucoup de temps à être exécutés. D'autres sont des projets que je pourrais en fait déléguer, mais je me suis pas rendu compte et je crée moi-même un blocage qui fait que mon équipe ne peut pas s'occuper du projet parce que j'aurais pas expliqué et que je suis moi le point bloquant. Donc c'est important de prendre du recul et d'être capable de se libérer en faisant ce tri. Voici
quelques critères. Voici 10 critères pour se débarrasser des projets qui vont représenter 80% de votre travail et vous amener 20% de résultats. Et pour pouvoir, au contraire, vous concentrer sur les 20% de projets qui vont représenter 20% de travail, 20% d'énergie et vous amener 80% de résultats. Première question, est-ce que ce projet est dans la direction de mon objectif à 25 ans? La question ici, je me la pose parce que c'est important d'avoir cette vision à long terme pour être sûr qu'on prend les bonnes décisions et qu'on avance dans la bonne direction. Et j'en reparlerai dans d'autres vidéos, mais pour moi, cette vision à long terme, c'est quelque chose qui m'a mené jusqu'à maintenant et que j'ai réfléchi cette année pour savoir quelle est l'étape d'après. Et j'aimerais vraiment que vous preniez le temps de cette réflexion et on abordera, je pense, en détail dans une des prochaines vidéos. Donc première question, est-ce que ce projet est dans la direction de mon objectif à 25 ans? Ma deuxième question, c'est est-ce que ça va être fun? D'accord? Qu'est-ce que ça veut dire fun? Est-ce que ça va être amusant? Est-ce que ça n'utilise pas mes facteurs de stress? Par exemple, moi, je connais mes facteurs de stress, d'accord? M'occuper de logistique, réserver des salles, passer des coups de fil à des fournisseurs, des choses comme ça, c'est un facteur de stress. C'est pour ça que j'ai des gens de mon équipe qui s'en occupent. Faire de la rédaction. C'est un facteur de stress. Pourtant, j'ai écrit plusieurs livres. Mais comment je les écris? Je les ai dictés en faisant des vidéos comme je fais aujourd'hui et ensuite en ayant quelqu'un qui retape tout ça et qui met au propre et ensuite j'ai plus qu'à faire les derniers ajustements. Parce que je n'aime pas rédiger un grand volume de texte. Donc, si un projet nécessite que je tape des pages et des pages, eh bien ce projet, je ne le ferai pas. Autre facteur de stress, par exemple, moi, je déteste être fatigué. Si c'est quelque chose qui va me crever, je ne le ferai pas. Donc, deuxième question, est-ce que c'est fun? Est-ce que c'est amusant? Et surtout, est-ce que donc ça diminue mon niveau de stress? Et ma troisième question. Donc, ces deux questions sont liées. Être fun, c'est est-ce que ça va être sans stress et fun? Et la troisième, c'est est-ce que carrément ce projet peut m'aider à diminuer la quantité de stress qui existe dans ma vie aujourd'hui? C'est une façon intéressante de voir les choses parce que ça va vous permettre de voir que souvent les projets que vous lancez vont augmenter la quantité de stress que vous avez et c'est pas forcément des projets du coup qui vont vous aider à être plus épanoui sur le long terme. Quatrième question, est-ce que je vais apprendre quelque chose? Est-ce que ce projet va m'apporter une nouvelle compétence que je pourrais réutiliser à l'avenir? Pas juste de la culture générale, mais une vraie compétence que je pourrais réutiliser à l'avenir, une ressource. Cinquième question, est-ce que ça amènera assez d'argent, ce projet, si c'est un projet professionnel, pour valoir le temps que je vais investir dedans? C'est important pour moi qu'on définisse combien vaut notre temps. Par exemple, est-ce que ma journée vaut 50 €? Non. Est-ce que ma journée vaut 1000 €? Peut-être. Est-ce que ma journée vaut 10 000 €? Sans doute. D'accord? Parce que si vous regardez le volume de votre entreprise aujourd'hui, ou plutôt le volume que vous voulez atteindre cette année, il y a un nombre limité de journées cette année, il y a un nombre limité de journées de travail que vous pouvez donner à votre entreprise et en échange de ces journées de travail, elle doit générer un certain résultat. Eh bien, c'est important de faire le calcul, combien vaut une de vos journées de travail? Si vous sacrifiez cette journée pour être dans le train, dans l'avion, pour aller voir un partenaire, pour aller discuter avec un client, il faut savoir si cette journée a valu la valeur monétaire nécessaire. Je sais, en France, on n'aime pas parler d'argent, c'est un peu tabou, mais si vous ne mettez pas ça dans votre liste de filtres, vous allez faire beaucoup d'actions qui vont rapporter rien du tout. Faire des cartes de visite, poster plein de messages sur une page Facebook qui a 10 fans et donc tout ce qu'on entend, c'est le bruit des criquets. Ce n'est pas la meilleure stratégie. Sixième question. Nous sommes alors là c'est une question qui s'appellera peut-être qu'à un certain nombre de mes clients, d'accord, mais cette sixième question, c'est nous sommes une entreprise qui fait tel volume. Est-ce que ce projet a du sens pour nous? Donc par exemple, nous sommes une entreprise qui fait 1,6 million de chiffre d'affaires par an, d'accord? Et voici notre business model. Est-ce que ce projet a du sens pour nous? Est-ce que c'est pas une perte de temps? Alors, il se peut que ce projet soit une perte de temps parce que ce soit un projet qui soit trop petit par rapport à nous. Je sais pas moi, ça a aucun sens pour moi de passer des jours et des jours à écrire un e-book à 7 € comme le font beaucoup de gens dans mon secteur parce que même si je vendais 100 ou 1000 copies ce mois-ci de cet e-book, 7 000 €, ça va pas représenter grand-chose par rapport à notre chiffre d'affaires. C'est même pas 1% de notre chiffre d'affaires, donc ça vaudra pas le coup. Et de l'autre côté, il se peut que vous ayez, par rapport à la taille actuelle de votre entreprise, des projets qui n'aient pas de sens pour vous parce que c'est trop grand. Investir dans la publicité à la télévision, j'ai des membres d'un de mes mastermind, Will, qui a acheté un spot télévisé pour plusieurs dizaines de milliers d'euros pour essayer d'amener des gens dans sa machine au lieu d'investir ces mêmes dizaines de milliers d'euros dans les systèmes de trafic qui fonctionnaient bien. D'accord? Il s'est laissé un petit peu envoûter par l'idée de passer à la télé avec son spot publicitaire. Eh bien, c'était de l'argent gaspillé pour une entreprise de sa taille. Un spot télé, ça ne sert à rien. Si on veut être efficace en télé, il faut avoir un budget beaucoup plus gros et être dans la répétition encore et encore et encore.
ou alors utiliser un format de type publi-reportage infomercial, mais malheureusement en France, c'est pas très courant. En tout cas, en général, c'est pas un bon investissement quand on est une société qui fait à peine 1 million ou quelques millions de chiffre d'affaires annuel. En général, c'est pas un bon investissement. 7e question. Est-ce que ce projet a une valeur stratégique à long terme? Est-ce que ce projet va me présenter à des nouveaux mentors, des nouveaux partenaires ou me permettre d'acquérir des nouvelles ressources stratégiques? Et donc, dans mon séminaire Entrepreneur Libre, j'explique qu'il y a 7 types de ressources pour un entrepreneur. L'argent, c'est que la 7e, c'est la moins importante, mais il y a 6 autres types de ressources que l'entrepreneur doit utiliser dans son entreprise. Un exemple, c'est les relations avec des partenaires d'affaires qui vont vous aider à promouvoir vos produits. Eh bien, une des questions donc doit être, est-ce que ce projet va me permettre de créer ces ressources supplémentaires? Et enfin, rapidement avant de terminer cette vidéo, 8e question, si je ne fais pas ceci, si je laisse tomber ce projet, est-ce que dans 25 ans, je regretterai d'avoir laissé tomber? Et ça, c'est une très bonne question parce qu'il y a des choses où aujourd'hui, si vous arrêtez, vous allez regretter, vous allez vous taper la tête contre les murs et vous en vouloir, mais en fait, dans 25 ans, ça sera complètement oublié. Vous aurez même oublié l'existence de ce projet et encore plus oublié le fait que vous avez fini par le mettre à la poubelle. Donc c'est une bonne question pour pouvoir prendre un peu de perspective et ne pas être tout le temps dans « il faut que je fasse tout ». 9e et avant-dernière question. Très importante pour moi, surtout que je veille à toujours m'entourer de personnes qui sont plus intelligentes que moi dans des domaines précis dans lesquels je veux me développer. Et donc je me pose toujours cette question. Est-ce que j'ai accès à au moins une personne qui a déjà fait ça, qui a déjà fait la même chose que ce projet que j'envisage et qui peut au moins évaluer la faisabilité de ce projet parce qu'il a fait des choses similaires. Donc une personne qui a de l'expérience concrète et est-ce que cette personne est d'accord que c'est une idée qui vaut 9 sur 10 ou 10 sur 10? Autrement dit, est-ce que j'ai accès à quelqu'un qui a l'expérience parce que ça me permet de prendre les bons raccourcis, pas juste de prendre n'importe quel raccourci, mais de savoir grâce à l'expérience quelles erreurs à éviter. Et aussi, est-ce que cette personne qui a l'expérience me conseillerait de faire ce projet? Est-ce que c'est un 9 sur 10 du point de vue de cette personne? C'est une excellente question à se poser. Et enfin, la dernière question, c'est la question bilan. Après toutes les réponses qu'on a données à ces 9 premières questions, la 10e, c'est après toutes ces réponses, est-ce que ce projet, je dis c'est bon, on fonce avec enthousiasme ou est-ce que je dis non? D'accord? Et si c'est pas c'est bon, on fonce, si c'est juste ouais, mais bon, c'est quand même un peu intéressant. Si c'est ça, alors c'est dans la catégorie non qu'il faut le faire. Ce filtre-là, ces 10 questions, si vous voulez poser, ça vous permet d'éliminer 80% de vos projets qui vous créent 80% de votre frustration et qui rapportent presque rien à votre entreprise et qui vous sont en fait un coût au lieu d'être un avantage pour vous.